Bienvenue pour cette quatrième saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels de l'actualité de l'environnement de la formation et nous sommes ravis, Alexia et moi, de vous retrouver pour une quatrième année. Merci à vous. Ah, donc bonjour Alexia Bonjour Christine, bonjour à tous. et bonjour Monsieur Régnier. Oui, bonjour à tous. Eh bien, donc, pour démarrer cette nouvelle saison, nous vous proposons de donner la parole à l'APEC, hein, donc à un acteur qui est bien connu dans l'écosystème de la formation. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Régnier, qui est donc le délégué régional Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour et merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de votre invitation. Alexa, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, pour ne pas changer les bonnes habitudes, puisqu'on est sur la saison 4 et on est heureuse de vous retrouver, juste quelques petits points de rappel sur l'organisation. On n'a pas changé les recettes, du coup, toujours un peu la même chose. Vous allez pouvoir poser vos questions via le chat pendant tout l'événement. On reprendra les questions avec notre invité en fin de webinaire. Et puis, le webinaire est enregistré, donc vous savez que vous pouvez récupérer et revoir le replay sur le site du Carrefour F, sur le site d'Amphore. Et puis, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous recevrez un petit mail qui vous rappellera ces éléments-là et puis qui vous mettra à disposition une infographie de synthèse avec les points clés qu'on aura vus ensemble ce matin. Eh bien, on va laisser la parole à Monsieur Régnier et on va, bon, juste pour lui donner le fil, eh bien, pouvez-vous nous dresser un portrait des cadres en Bourgogne-Franche-Comté, puisque bon, c'est l'essentiel de la mission de l'APEC. Donc, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci. Alors, est-ce que au niveau du partage d'écran, C'est parfait. Très bien. tout le monde peut voir? Tac. OK. Écoutez, merci à toutes et tous. Merci donc pour votre invitation. Au programme de cette intervention, en quelques points, on va dire, généraux sur, les portraits statistiques des cadres en Bourgogne-Franche-Comté. Qui sont les cadres en Bourgogne-Franche-Comté? Et plus particulièrement, vous le savez pour l'APEC, qui sont les cadres du secteur privé en Bourgogne-Franche-Comté. Les tendances de l'emploi cadre en 2025, le marché de l'emploi cadre, comment se porte-t-il au niveau national et au niveau régional? On fera un petit zoom sur la mobilité professionnelle des cadres en Bourgogne-Franche-Comté, comment ces cadres, aborde cette conjoncture économique complexe, et on verra que plus elle est complexe, plus les mobilités sont accentuées. Et enfin, on fera un petit zoom sur les services de l'APEC, avec peut-être pour vous une redite, mais en tout cas, je dirais succinctement quelles sont nos principales missions. Voilà. Ce que je vous propose donc, c'est de démarrer par une enquête réalisée régulièrement par l'APEC et par région pour donner à voir qui sont en effet les cadres du secteur privé sur notre région. Alors, il faut savoir que en région Bourgogne-Franche-Comté, nous pesons sur l'emploi cadre 2% du marché national. On pourrait dire petite région, mais vous le voyez sur la carte de gauche, aujourd'hui, un cadre sur deux vit et travaille en Île-de-France. Là encore, je vous parle des cadres du secteur privé, donc naturellement une forte concentration sur l'Île-de-France et ensuite une répartition sur différentes régions. Donc en effet, la Bourgogne-Franche-Comté, là où c'est le chiffre de 2023, on doit être à peu près pas loin de 115 000 aujourd'hui cadres du secteur privé en emploi, je précise bien, sur notre région, avec une répartition, somme toute, liée aux grandes implantations de métropole. On retrouve bien sûr une concentration sur la métropole de Dijon. À noter quand même que sur la partie Nord-Franche-Comté et Franche-Comté, il y a, alors là, c'est une répartition par département, mais il y a une majorité de cadres qui travaillent sur le Nord-Franche-Comté et notamment sur ce qu'on appelle la zone Belfort, Montbéliard et Héricourt, avec, on en reparlera tout à l'heure, la concentration industrielle forte sur ce territoire et le plus fort taux d'encadrement de la région. Sur la part des cadres dans l'emploi privé, ce qu'on appelle la part des cadres dans l'emploi privé, c'est ce qu'on appelle le taux d'encadrement, c'est-à-dire le pourcentage de cadres par rapport au pourcentage salarié. On voit que en moyenne nationale, on est à 19%, en Bourgogne-Franche-Comté, on est à 11%, donc on reste sur une région avec plutôt un faible taux d'encadrement. Et là encore, on voit sur le Nord-Franche-Comté cette concentration plus importante. Je soulignais tout à l'heure
sur le volume de cadres, notamment sur les grandes entreprises automobiles, notamment, que nous rencontrons et qui concentrent majoritairement l'écart sur cette zone géographique. Et après, on va retrouver les bassins de métropole. Et à l'inverse, il y a des zones un peu plus complexes en matière d'emploi cadre et parfois même en matière d'emploi tout court. On va retrouver forcément l'ouest de la région, des zones plus rurales. C'est un petit peu aussi ce qui fait la richesse et la diversité de notre région, où forcément on retrouve un taux d'encadrement un petit peu plus faible que le taux d'encadrement moyen régional. La répartition par âge et par sexe, c'est pas une répartition spécifique en Bourgogne-Franche-Comté. On en retrouve toujours à peu près 2 tiers de cadres hommes et 1 tiers de cadres femmes. Ce qui est à noter néanmoins, c'est que nous avons l'âge médian le plus élevé de France. C'est-à-dire que, on va dire, on pourrait caricaturer un peu, on pourrait dire qu'on a les cadres les plus âgés de France qui, l'âge médian, c'est moitié moins, moitié plus, hein, voilà, la moyenne de 46 ans, lié, là encore, à un tissu industriel fort. Et on retrouve dans l'industrie des cadres où la moyenne d'âge est plus importante que forcément dans les services digitaux numériques qui concentrent en volume le plus fort taux de cadres, mais avec une moyenne d'âge plus faible. Et on le verra tout à l'heure, nous ne sommes pas la région du numérique et du digital. Donc, cette concentration industrielle amène une moyenne d'âge plus élevée que la moyenne nationale. Contrat de travail, bon, assez classique pour les cadres, majoritairement en CDI, un taux de temps partiel qui est dans la moyenne nationale de 7%. Là encore un peu plus orienté sur les cadres de femmes, qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur l'emploi au sens large du terme, mais principalement aujourd'hui des postes et des emplois en CDI sur cette typologie de salariés. Alors la répartition des cadres par fonction, c'est là en effet qu'on voit quelques nuances. On parle souvent de cadre manager. On voit qu'en fait, un cadre sur 2 a des responsabilités hiérarchiques. Ça veut dire qu'on peut en effet aujourd'hui, la moitié des cadres, c'est-à-dire la moitié de nos 116 000 cadres, n'ont pas des responsabilités hiérarchiques, ce sont des experts. Donc on peut avoir en effet un statut cadre lié aussi au sens propre du terme à l'encadrement de personnel et donc des cadres managers, mais pour la moitié d'entre eux, c'est pas neutre quand même, des cadres qui sont aujourd'hui, qui ont accès à ce statut par leur expertise et qui n'ont pas forcément d'équipe à encadrer, à manager. Donc on a vraiment ces 2 profils, le profil d'expert et le profil du cadre manager. Certains peuvent cumuler bien sûr les 2, mais on peut être de plus en plus cadre sans pour autant avoir des qualités ou des compétences managériales. Côté salaire, on voit que la Bourgogne-Franche-Comté tient la corde. Le salaire médian des cadres est de 50 KE sur la région, avec, on le voit en bas à gauche, une augmentation assez classique des revenus en fonction de l'âge et donc bien souvent en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Ce qu'on peut donc dire, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, en Bourgogne-Franche-Comté, comme dans d'autres régions, une région qui serait véritablement parent pauvre de l'emploi cadre sur la partie rémunération. Donc, on voit que sur la notion d'attractivité, la Bourgogne-Franche-Comté tient la corde. Sur la partie rémunération, on verra que c'est quand même une des, dans le tiercé de tête des mobilités professionnelles des cadres. C'est souvent lié bien sûr à la rémunération, donc il n'y a pas véritablement de sujet dans notre région. La taille des entreprises, bon là on a un bassin et un tissu de manière assez classique de TPE-PME qu'on retrouve là encore concentré sur les métropoles. Là on voit par exemple apparaître aussi le Chalonnais, hein, qui est en train d'avoir une certaine forme d'explosion en termes de développement économique. Mais globalement, on en retrouve des cadres qui, on va dire, entre les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, c'est 50-50 globalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le poids des cadres
dans les petites et moyennes entreprises relèvent un petit peu des ETI. Voilà, il y a pas de, on est sur un équilibre assez normal et là encore très en lien avec le national sur la répartition de ces cadres, mais ça n'étonnera personne sur un bassin qui est composé de 90% de TPE-PME sur une région comme la nôtre, mais dans d'autres régions également. Là, par contre, on commence à se distinguer. C'est la répartition des cadres par secteur d'activité. Je vous le disais tout à l'heure, on est sur une région à forte concentration industrielle, et là, ça se voit bien évidemment sur l'emploi cadre. Ça veut dire que dans notre région, un cadre sur 3 travaille dans l'industrie. C'est 2 fois le taux national, qui est de l'ordre de 17%. Là, en effet, ça donne une teinte spécifique au profil des cadres qui travaillent dans ce secteur d'activité. Alors, un petit peu sur l'âge, hein, je le disais tout à l'heure, on va retrouver en effet des cadres à moyenne d'âge un peu plus âgés dans l'industrie, et dans les compétences, bien évidemment, et l'expertise. Et donc, pour les entreprises en matière de recrutement, les compétences attendues ou les profils attendus sur ce type de secteur. À l'inverse, et là, c'est intéressant de s'arrêter une seconde, ce qu'on appelle à l'APEC les services à forte valeur ajoutée, vous voyez, c'est la colonne centrale, c'est les services qui rassemblent en France le plus de cadres. On va retrouver l'activité juridique et comptable, hein, on verra tout à l'heure que le métier en France le plus recherché aujourd'hui en cadre, c'est comptable. Voilà. Euh, Espèce en voie de disparition. Donc, on les retrouve majoritairement sur les activités de finance, les banques, les assurances, bien évidemment tout ce qui est activité informatique, digital engineering. Voilà. Vous prenez ces services-là et vous avez 70%, 75% des cadres en France qui sont regroupés sur ces services dits à forte valeur ajoutée. Eh bien, si on regarde ces services à forte, le poids qu'ils représentent, 29% en Bourgogne-Franche-Comté, on voit le poids du national. Clairement, ça donne à la fois une teinte fortement industrielle, mais à la fois on voit qu'on est un petit peu, je dirais, à la traîne, hein, clairement, sur un certain nombre de secteurs d'activité. Alors, on va lier parfois des sièges sociaux que nous n'avons pas, hein, notamment sur les fonctions support, mais on le verra encore tout à l'heure sur la partie numérique et digitale, un véritable retard en matière de développement des entreprises et du recrutement. Donc, on va se dire que le poids de la région, le volume des cadres aussi, il est lié à la diversité des emplois qu'une région peut proposer. Et alors, une région au sens large du terme, et d'autant plus quand on rentre dans le détail des territoires et de l'attractivité des territoires, il est clair qu'aujourd'hui, sur une mobilité avec un cadre industrie, il y a fort à penser peut-être qu'il a besoin également que son conjoint, sa conjointe aussi puisse retrouver, n'est pas forcément dans l'industrie non plus. Et c'est là qu'on touche les difficultés de la mobilité, c'est qu'on a aujourd'hui, parfois sur certaines zones, une diversité beaucoup moins importante des emplois cadres. Et donc, on va se retrouver confronté à des mobilités qui ne se réaliseront pas parce que le conjoint, la conjointe ne va pas réussir à se projeter sur la région. Et on le verra tout à l'heure également, quand on interroge les cadres de la région pour leur demander, on va dire, qu'est-ce qui est selon eux le point faible de la région, c'est l'évolution professionnelle. Donc, il y a un vrai sujet de perception pour les cadres de la manière dont ils vont pouvoir passer d'une entreprise à une autre, et comment aujourd'hui, en termes de mobilité, qui est souvent une mobilité familiale, je dirais le conjoint ou la conjointe va pouvoir également trouver un épanouissement professionnel dans la mobilité de son mari ou sa femme, hein, voilà. Les autres services, répartition assez classique, mais s'il y a vraiment quelque chose à retenir sur ce slide-là, c'est ces 2 points, hein. Forte densité industrielle de l'emploi cadre et très faible densité des services à forte valeur ajoutée qui impactent l'attractivité des territoires. Un petit focus sur l'industrie. Là, vous avez le nombre de cadres qui travaillent dans l'industrie sur la région. Alors, à peu près 35 000, hein, je vous dis à peu près 4 sur 3. Ça a un petit peu évolué, on le verra, puisque
il y a chaque année un peu plus de cadres que l'année d'avant, hein. Donc, on va être peut-être à 35-36 000 aujourd'hui cadres qui sont directement, et on le voit là aussi. Alors, pareil, la répartition par département, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt sur la Franche-Comté, puisque, enfin, retrouver en effet sur le Doubs un nombre de cadres qui semble important sur l'industrie, mais on va les retrouver plutôt au nord, hein, vous voyez. Puisque si vous êtes à Sochaux, vous êtes dans le Doubs, hein, voilà. Donc, on sait très bien quel type d'entreprise on trouve là-bas. Donc, il y a aussi une forte concentration industrie sur le territoire de Belfort, sur toute la zone Nord-Franche-Comté. Malgré tout, on voit qu'on ne pèse pas, on pèse comme que 4% des cadres de l'industrie, mais malgré tout, chez nous, c'est 30% du volume de cadres au total. Industrie au sens large du terme, hein. Ces fameux services à forte valeur ajoutée, alors attention, vous voyez, là, ça ne peut pas faire moins, hein. Donc, c'est 1% des cadres qui travaillent en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça veut dire que on retrouve à droite le volume, mais on voit le poids que représentent ces différents services. Alors c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, on les retrouve majoritairement aussi dans les sièges sociaux. Là, en effet, vous avez des régions, hein, les sièges sociaux les plus importants, en volume les plus importants. Vous allez retrouver des concentrations de cadres, hein, plus importants. On les retrouve en Auvergne-Rhône-Alpes, on les retrouve forcément en Île-de-France. Malgré tout, s'il y a en effet un axe de progrès, on va dire dans la diversité des emplois, c'est pouvoir attirer en effet des entreprises qui peuvent apporter des valeurs ajoutées en matière de diversité d'emploi, et notamment pour l'emploi cadre, tout ce qui va être de près ou de loin, l'informatique, numérique, les finances, l'audit, tous ces services qui concentrent des cadres en fort volume, hein. Informatique, c'est 80% de cadres. Vous avez aujourd'hui en audit quasiment des entreprises qui ont 100% de cadres dans l'effectif, hein, voilà. Sur l'état du marché, aujourd'hui, alors on va le voir rapidement sur 2024, mais bon, il n'a pas échappé qu'on traverse une période un peu complexe. Ça, c'est la croissance en 2024. En 2025, on attend 0,7. Et vous savez qu'emploi cadre, il est corrélé à deux facteurs. Il est corrélé à la croissance, et il est corrélé à l'investissement des entreprises. Voilà. Euh, et non pas la consommation des ménages. Donc, l'investissement des entreprises, aujourd'hui proche du négatif, hein, et une croissance qui chute considérablement pour diverses raisons que chacun peut imaginer, a amené, alors déjà sur l'emploi salarié, on le voit, soit au niveau au sens large du terme, hein, alors non pas un indicateur négatif, mais une forte baisse de l'emploi salarié au niveau national. Et puis la Bourgogne-Franche-Comté, on va dire, suit cette tendance, cette mauvaise tendance, et parfois même un peu plus accentuée que le national. Donc on est sur une conjoncture qui n'est pas favorable, et on va le voir sur les recrutements. Il y a un impact, et un impact assez récent depuis 2024 sur les volumes de recrutement de cadres. Alors là, c'est ce qu'on appelle un peu la frise des recrutements, où on voit l'évolution des recrutements en France des cadres. Quelques trous dans la raquette. On voit en effet l'explosion de la bulle Internet, la fameuse crise qu'on a croisée en 2009. Vous voyez un peu les différentes problématiques conjoncturelles qui ont fait chuter l'emploi au sens large du terme, et qui ont eu un impact sur l'emploi cadre. Le dernier en date, en effet, c'était le Covid en 2020, et là, plus récemment, sur les instabilités politiques et budgétaires qu'on connaît tous. Malgré tout, si je devais tirer une ligne droite, je me rends compte quand même que on passe de 200 000 à 330, 60, 380 000 cadres. Ça veut dire que malgré toutes ces problématiques conjoncturelles, il y a toujours eu plus de cadres une année par rapport à l'année antérieure. La seule année où il y a eu moins de cadres que l'année d'avant, c'était en 93. C'était le deuxième choc pétrolier. Vous voyez, ça remonte déjà à quelques temps. Ça veut dire que si on analyse le recrutement et qu'on fait le ratio départ en retraite
et parfois des départs naturels, on se rend compte que les recrutements sont encore excédentaires et qu'on a en volume chaque année plus de cadres avec des pointes importantes. On voit que l'après-Covid a été l'occasion pour beaucoup d'entreprises de rattraper une forme de retard avec une explosion des recrutements sur les années suivantes. Et là, on voit que cette instabilité récente amène des projections à la baisse légèrement, vous me direz, parce que si on avait pris ce chiffre-là il y a 10 ans, on aurait dit c'est extraordinaire. Voilà, donc on est en effet en baisse, mais en baisse par rapport à un volume qu'on qualifiait d'historique avant le Covid. On 19 parlait de recrutement historique en France. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de cadres recrutés sur les 30 dernières années. Malgré tout, s'agit-il d'un plafond de verre ou s'agit-il d'une conjoncture qui impacte lourdement aujourd'hui? Nos prévisions sont des prévisions à la baisse et ça se traduit, là vous avez le même graphe au niveau régional, hein. On voit pareil, hein, les petits coups de mou sur l'année 2020. C'est-à-dire que dans notre région, on va recruter, on a recruté en 2023 un peu plus de 6 000 cadres. En 2024, il y a une première chute et on va le voir, la projection 2025 est également de l'ordre de moins 5%, c'est-à-dire moins 10% en 2 ans. Là encore, sur des volumes assez conséquents, hein, si on trace également une ligne, on est quand même dans la partie haute des recrutements, ça veut dire qu'on est dans une région qui, plus ou moins, va recruter entre 5 500 et 6 000 cadres sur l'année 2025, tous secteurs confondus et toutes zones géographiques confondues. Je vous le disais tout à l'heure, si je fais le ratio des recrutements auxquels j'enlève les créations de postes, là je rajoute les promotions internes, c'est-à-dire qu'à l'APEC, on mesure également les promotions internes, puisqu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas recrutés accèdent au statut cadre dans leur entreprise par une promotion interne qui leur ouvre ce statut. Donc, ils viennent enrichir le volume de cadres. Si j'ajoute ces promotions au recrutement et que j'enlève les démissions, les licenciements et les départs en retraite, bien malgré tout, 1740, c'est le nombre de cadres supplémentaires qu'on a rencontrés en 2024, malgré, comme on le soulignait tout à l'heure, une conjoncture un peu compliquée. Et encore un peu plus qu'en 2023, et on en avait déjà quand même plus de 1600 supplémentaires qui ont accédé au statut cadre. Petite nuance sur 2024, je crois que c'est un peu plus de 20% qui représentent les promotions internes, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même eu en 2024 des entreprises qui, je dirais, soucieuses peut-être de la conjoncture compliquée, d'un manque de visibilité et une conjoncture internationale plutôt anxiogène, ont commencé à regarder un peu dans leurs effectifs pour voir qui pouvait peut-être faire évoluer, former, faire évoluer. Et on assiste à un nombre d'évolutions par promotion interne nettement plus importante que les années antérieures. Voilà. Donc, alors peut-être qu'il y avait aussi des complexités de recrutement, hein, puisque bon, le marché étant très élevé pendant de nombreuses années, il y avait quand même, pour beaucoup d'entreprises, des difficultés à recruter les compétences et à les faire venir. Parfois, on verra que la tendance est en train un petit peu de s'inverser aujourd'hui et les entreprises sont plutôt en position de force sur le recrutement. Malgré tout, on a eu, et tant mieux d'ailleurs, ça a permis à un certain nombre de salariés de pouvoir accéder à ce statut et certainement les avantages liés en promotion interne. Alors, ça, c'est les recrutements. En bleu, vous avez la Bourgogne-Franche-Comté, en noir, les nationales, comment on se situe. Après, le volume étant quand même nettement plus faible, il faut se méfier parfois de certains pourcentages. On parlait de l'informatique, là, il n'y a pas photo, vous voyez, l'informatique, le nombre de recrutements, pourcentage de recrutement exactement que représente la fonction informatique au national, hein, c'est un cadre sur 5 qui va être recruté sur la fonction informatique, c'est 8% de Bourgogne-Franche-Comté, donc vous voyez, ça fait partie des points de vigilance ou du moins des points qui caractérisent plus particulièrement notre région. Et à l'inverse, sur la production industrielle, on va voir qu'on recrute en effet 2 fois plus de cadres que la moyenne nationale sur ces profils. Quant à la fonction commerciale, elle a toujours été
alors plus commercial que marketing d'ailleurs, a toujours été la fonction reine de l'emploi cadre depuis toujours. Donc c'est bien souvent dans les volumes que les fonctions commerciales sont les plus élevées. Quand ça va très bien, on essaie d'aller encore mieux. Et puis quand ça va pas, ben, il faut quand même avoir une fonction commerciale en activité pour préparer la sortie ou pour rattraper éventuellement ce qui n'a pas été gagné. Donc, en général, les commerciaux, directeurs commerciaux sont toujours des profils et des fonctions recherchés un petit peu partout, et d'autant plus sur notre région. Alors, quels sont aujourd'hui les besoins en recrutement des entreprises? Je vous le disais, une croissance économique proche de zéro, hein, sans rentrer sans parti pris, mais bon, ça reste des données, hein, donc un contexte géopolitique anxiogène, notamment pour toutes les entreprises exportatrices. On parlait de droits de douane américains, mais pas que. Vous avez également des différents conflits qui créent également des vrais impacts sur l'apport-export pour un certain nombre de PME, d'entreprises en France. Les contraintes sur les dépenses publiques, c'est un sujet de pleine actualité qui affecte clairement l'investissement des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ont tendance à geler certains projets ou à s'interroger sur les investissements et donc souvent les retarder quand il ne s'agit pas d'aides publiques qui ne peuvent plus toucher. Donc là, il y a également un impact majeur et cet impact-là, en deuxième vague, va impacter l'emploi cadre et puis bien souvent parfois l'emploi au sens large du terme. Voilà, redonner un souffle à la consommation et la baisse du taux d'épargne, et ça, si on parlait qui permet également, a eu un gros impact et notamment sur toutes les fonctions qui étaient en lien avec la consommation des ménages. On a vu un peu moins sur l'emploi cadre, mais enfin, par exemple, l'immobilier, la construction, heu, ont été, l'année dernière, fortement impactés, sur notamment le taux les taux d'intérêt. Il y a eu immédiatement un gel, sur ces secteurs-là, y compris sur l'emploi cadre dans ces différents secteurs et également le commerce, hein, qui n'a pas fini d'ailleurs, le commerce. La situation économique nationale, voilà. Donc, une croissance atone, l'investissement des entreprises, c'est-à-dire quand l'investissement des entreprises, c'est l'achat d'outils de production durables, donc plus d'un an. Hein. C'est un indicateur qui permet en effet, c'est pas l'imprimante, c'est pas voilà, on est vraiment sur des investissements qui auront un impact de production et notamment un impact sur l'emploi. Et l'emploi 4 fonctionne sur ces deux indicateurs-là. Hein, voilà. Et le remontée du taux de chômage, alors, on était toujours dans la région un petit peu plus mieux-disant que le taux de chômage national. Après, là aussi, on est, je ne suis pas à France Travail, mais faut savoir qu'il y a un peu plus de 16 000 cadres au chômage sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on est sur un taux de chômage très contrasté entre Beaune, qui est proche du plein emploi, et ce territoire de Belfort, où on avait un taux de chômage qui flirtait avec les 10%. Voilà. Donc on retrouve aussi sur notre région des situations économiques très différentes au niveau du chômage au sens large du terme. Le taux de chômage des cadres, il est inférieur à 4% au niveau national, il a toujours été inférieur à 4%. Donc, si on devait vraiment extraire l'emploi cadre de l'emploi au sens large du terme, l'emploi cadre, c'est le plein emploi depuis toujours. Hein, voilà. Sachant que quand on parle de plein emploi, on est en dessous de 5%. Donc, le taux de chômage des cadres a toujours été inférieur à 5%. Malgré tout, point de vigilance, l'emploi des seniors, on retrouve sur les cadres aussi et au niveau des demandeurs d'emploi des vraies problématiques de réinsertion sur l'emploi des seniors. Alors pour l'APEC, les seniors, c'est après 55 ans. Voilà. Ça nous rassure parfois. Mais en tout cas, c'est notre manière, nous, de segmenter ces cadres, donc plus de 55 ans, qui ont de vraies difficultés de reconversion et de réinsertion dans une logique de carrière qui a tendance à s'allonger et qui, pour les cadres, parfois, s'allonge encore plus parce qu'ils sont rentrés sur le marché de l'emploi, souvent un peu plus tard
Donc, il n'est pas rare qu'à 50 ans, un cadre a encore un quart de sa vie professionnelle à gérer. Le recrutement de cadres devrait diminuer de 5%. Voilà ce que je vous disais. Là, on est au niveau régional, hein. On voit qu'il y a quand même des pics, 2018, la chute en 2020 avec le Covid, mais enfin, qui a été une chute, on va dire, au national et plutôt des reports d'ailleurs ou des incapacités de recrutement. Et on le voit en effet depuis 2 ans maintenant. Enfin, on n'a pas encore les chiffres de 2025 forcément, mais on s'attend sur les derniers baromètres de l'emploi cadre, on s'attend à des recrutements qui sont aujourd'hui gelés, voire non aboutis. Et donc, clairement, pour les cadres, un nombre d'offres, c'est un peu le baromètre, hein. Vous savez qu'on a au niveau de l'emploi au sens large du terme. Nous, on diffuse sur la région 15 000 offres cadres par an. Voilà. C'est-à-dire que sur apec.fr, on publie 15 000 postes à peu près chaque année. Là, on est en baisse de l'ordre de 20%. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que si on prenait le baromètre des offres et on retrouve plus ou moins ce taux au niveau national, on est quand même sur des perspectives d'emploi cadre à la baisse et de manière assez historique en matière de volume d'offres. Voilà. Donc ça, c'est les prévisions 2025. Donc, je vous dis, -5. On a déjà fait -5 en 2024, donc -10%. Et on envisage donc un peu plus de 5 500, 5 600 recrutements de cadres du secteur privé sur cette année. Du moins, c'est ce que nous donnent à voir les entreprises qu'on interroge. Et il s'avère que globalement, ce baromètre se tient quand on fait chaque année au premier trimestre le bilan de l'année antérieure. Voilà, on a toujours l'industrie qui raccorde, hein, donc on voit en effet que ces recrutements en 2025, et bien pour près de 40%, c'est-à-dire 4 cadres sur 10 vont être recrutés en secteur industriel. Donc c'est, vous voyez, 14% national, près de 40 en régional. Donc, et quant aux services de forte valeur ajoutée, ben même combat, mais je dirais dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui du mal à avoir une diversité d'emploi cadre sur un certain nombre de secteurs qui freinent en effet un certain nombre de développements et pour certaines zones géographiques, un vrai sujet d'attractivité territoriale. Voilà. Top 10 des familles, donc si vous avez des comptables dans votre environnement, c'est le moment. Comptabilité, finance, voilà, c'est clairement aujourd'hui les postes qui sont extrêmement cherchés, je dirais presque à tout niveau de compétences, souvent carence en matière de formation, carence peut-être en termes d'appétence ou de représentation des métiers. En tout cas, de plus en plus d'entreprises ont énormément de mal à recruter cette fonction finance. Et forcément, sur le marché, c'est 4 balles de l'or, hein, puisque par définition, ils sont très sollicités. Donc, on va retrouver de manière assez classique un top 10 avec la partie qualité en point 4 qu'on ne retrouve pas au niveau national. Là, ça joue aussi sur notre typologie industrielle des entreprises régionales, la pilotage de la production industrielle et voilà, la conduite de travaux en termes de construction. La mobilité professionnelle des cadres, c'est-à-dire qu'on les a interrogés, ces cadres, on leur a dit, voilà, bon, on les interroge souvent, hein, à l'APEC, vous en pensez quoi de tout ça et quel est un peu votre état d'esprit. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est que malgré une conjoncture extrêmement compliquée, les cadres sont toujours très optimistes et n'ont pas revu à la baisse leur envie de mobilité. Et on voit en effet, quand on interroge les cadres vis-à-vis d'entreprendre des démarches actives pour changer d'entreprise, on est à 37%. Hein. En fonction de la durée. Quand on interroge les cadres et on leur demande dans combien de temps vous pensez changer d'entreprise, 15% d'entre eux nous répondent dans les 3 mois. C'est assez classique. Donc ça veut dire que globalement, un cadre sur 3 aura changé de boîte dans l'année, 15% d'entre eux dans le trimestre. Et ça, ces chiffres-là, ont tendance à s'accentuer, plus de points sur la mobilité trimestrielle, presque plus de 8 points sur la mobilité à 12 mois. Il y a que le contexte anxiogène, parfois, amène les cadres à anticiper
des problématiques, que pourrait rencontrer leur entreprise, ou leur secteur d'activité, et maintiennent leur volonté de saisir ces opportunités. Sur APEC.fr, on gère en moyenne, sur l'année, un peu plus de 6 millions de candidatures, de cadres en direct qui se positionnent sur, un peu plus d'1 million d'offres, c'est ce qu'on a diffusé cette année, mais qui le font de manière digitale en relation directe. Donc il y a une vraie place de marché, on va dire, mais ce qu'on constate, c'est, que, ce chiffre-là, on disait toujours en période complexe, les cadres s'accrochent au fauteuil, en attendant que ça passe. Là, en l'occurrence, on a plutôt l'impression que, beaucoup vont anticiper et essayer de saisir les opportunités. Mais on va le voir, c'est un peu plus compliqué parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les opportunités, il y en a un petit peu moins. Il y a voilà, 39 des cadres de la région envisagent de changer d'entreprise dans les 12 prochains mois. 49 des cadres de la région ressentent envie de démissionner. Donc, il y a à la fois la volonté de changement et une forme de quasi anxiogène, d'inquiétude, dont font part les cadres sur les postes qu'ils occupent aujourd'hui, soit liés à des pressions, soit liés à la qualité de vie au travail, soit liés, à des, situations complexes dans leur entreprise, qui traversent parfois elles-mêmes des difficultés. Donc il y a un vrai quand même, c'est un vrai sujet, qu'on aborde beaucoup à l'APEC puisqu'on les accompagne, ces cadres, bien souvent, dans leur, réflexion, de reconversion, de repositionnement dans leurs entreprises. Heu, c'est pas neutre, et 40 des cadres, de la région qui ont envie de changer d'entreprise. Par contre, ce qu'il faut parfois craindre, c'est qu'ils changent de région en même temps. Voilà. Donc, il y a en termes de mobilité aussi, des flux, qui peuvent ne pas être toujours, favorables à la région, originaire du cadre. Qu'est-ce qui est intéressant? Voilà, on leur dit, voilà, dans quelles pour vous les conditions de changement d'une entreprise? Alors bien évidemment, ils sont en veille, donc c'est l'intérêt d'un nouveau poste, c'est l'intérêt des missions, du nouveau poste. On retrouve l'équilibre vie pro, vie perso, heu et la rémunération. C'est vraiment le tiercé, de tête. Alors la rémunération, on n'est pas très surpris, enfin voilà, on sait à peu près que même cadre ou pas cadre, bien souvent quand on change d'entreprise, c'est aussi peut-être parfois pour saisir les opportunités, d'augmenter de son salaire. Les missions, heu, à distinguer des valeurs, hein, mais ça, c'est il y a un moment donné, il y a un moment, on parlait toujours, voilà, les cadres, recherchent, heu de travail en fonction de leurs valeurs, voilà. Là, on parle de mission, notion de valeur, elle est beaucoup plus basse. Il y en a qui n'en ont pas, mais elle a pas le même poids. Donc le principal intérêt, pour les cadres quand ils nous en font part, c'est la qualité de l'émission de mon job, l'équilibre vie pro, vie perso et ça a été fortement accentué avec le Covid, ça c'est clair. On peut parler par exemple de télétravail, hein, où un cadre sur 2 indique qu'il serait prêt à démissionner si son entreprise revenait sur l'accord de télétravail dont il bénéficie. Nous, sur apec.fr, on a rajouté un filtre télétravail sur nos offres parce que les cadres souhaitaient savoir, avant de répondre à une offre, si l'entreprise avait un accord de télétravail. Heu, donc désormais, les entreprises peuvent s'identifier notamment, pas que pour ça, mais en disant en effet qu'il y a une perspective. Alors parfois l'accord, la moyenne c'est 2 jours par semaine, hein, mais l'accord peut être, moins disant, mieux disant. Mais voilà, il y a un vrai sujet pour le cadre de pouvoir, avoir une entre guillemets «une qualité de vie», et un équilibre, vie pro, vie perso et c'est en effet ça a toujours été présent, mais on sent quand même que, l'après Covid a quand même fortement mis en valeur, ces critères qui sont des critères de choix, et on insiste bien aujourd'hui quand on travaille avec une entreprise sur la diffusion de son offre, alors, justement parfois de valoriser un certain nombre de dispositifs qui peuvent être, le reflet, d'un équilibre vie pro, vie perso, les télétravail, les horaires flexibles, des dispositifs, spécifiques, de garde. On peut imaginer un certain nombre de dispositifs qui existent d'ailleurs dans certaines entreprises et qui sont pas toujours valorisés. On voit que pour les cadres, ça fait partie quand même des points clés. Voilà. Alors après, on télétravaille pas de la même manière. On voit justement dans notre région, l'industrie, c'est 18 de cadres seulement qui peuvent travailler dans l'industrie, c'est près de 80 dans le tertiaire. Donc là encore,
une région qui va peut-être offrir un peu moins de télétravail, mais c'est lié aussi à la typologie des métiers et quand typologie de métiers industriels, forcément, le télétravail n'avait pas. J'ai visité le groupe Amazon la semaine dernière, le télétravail, ben, c'est en photo. Donc, sans compter que certaines entreprises reviennent parfois sur les dispositifs de travail qu'ils ont pu mettre en place. C'est un vrai sujet pour l'emploi cadre. Aujourd'hui, la marche arrière est très compliquée à gérer avec du personnel. Quand vous avez initié une politique de télétravail, quand il faut revenir en arrière, du moins dans notre culture d'entreprise, c'est un peu moins chez les anglo-saxons, mais en tout cas pour nous, c'est très complexe au niveau social de ne pas perdre des effectifs qui le peuvent quand il y a une remise en cause de ce type d'avantage. 40% des cadres en région Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas prêts à candidater à une offre d'emploi qui ne préciserait pas le salaire du poste. On parlait tout à l'heure de rémunération. Aujourd'hui, quand une entreprise dépose une offre, on lui dit, alors on peut pas l'obliger, hein, mais clairement, ce qu'a besoin de savoir le cadre, c'est le salaire. Voilà. Alors parfois, c'est des fourchettes, parfois le salaire est décomposé avec des variables et des fixes, mais si demain je dépose une offre avec salaire à convenir, ou comme vous avez certaines formules un peu toutes faites, 40% ne répondent pas. Hein. Voilà. Donc, quand à 38% des cadres, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, si on leur proposait un salaire supérieur, donc ça veut dire qu'il y a quand même, quoi qu'on dise, une corrélation directe. Je dis quoi qu'on dise parce que c'était pas forcément toujours marqué de la même manière entre l'identification des salaires et les augmentations. 10% pour eux, c'est en effet la bascule pour déclencher une décision de mobilité sur un poste qui pourrait leur correspondre. L'attachement à la région, alors là, attention, j'espère qu'il n'y a pas de gens susceptibles, d'interroger les cadres, on leur dit voilà, est-ce que vous êtes parti? On voit alors que, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, l'attachement des cadres pour leur région n'est pas extraordinaire. Alors, on n'est pas rentré dans le détail hein, du Haut-Jura, du bas, voilà, où il y a peut-être des attaches un peu plus fortes. Globalement, on va dire que 70% des cadres se disent attachés à leur région. Leur record, c'est des Bretons, vous avez vu. Et ça parce que ça joue également sur les mobilités. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on voilà, quelles sont à peu près les régions dans lesquelles vous travaillez, l'attachement de la région dans laquelle je travaille et parfois la région que j'aimerais travailler, on se rend compte que il n'y a pas 70%, c'est déjà un beau score, mais on n'est pas sur un attachement viscéral comme on peut avoir dans certaines régions. Alors, je ne parle pas de l'Île-de-France au début, parce que c'est vrai que c'est plutôt marche arrière pour beaucoup de cadres quand ils y sont. Mais c'était aussi un sujet qu'on voulait aborder, c'est de voir un petit peu l'origine des cadres qui sont aujourd'hui en activité en Bourgogne-Franche-Comté et leur vision de la région. Et on verra que la principale raison pour laquelle ils souhaitent bouger, c'est qu'ils n'identifient pas pour eux, pour leur conjoint, d'évolution possible. Les 3 points forts et les 3 points faibles. Pour chacun des éléments, en bleu, un point fort, un point faible. Cette région Bourgogne-Franche-Comté, comment vous la vivez? Donc on retrouve bien évidemment, là c'est pas trop une surprise, la qualité de vie, le pouvoir d'achat, l'immobilier, les déplacements et le coût de la vie qui sont pointés comme des vrais points forts et qui peuvent d'ailleurs être des choix de vie en termes de mobilité géographique pour des cadres qui viendraient s'installer dans la région. De manière plus complexe, en revanche, en effet, je vous le disais, les opportunités d'emploi, voilà, moins de diversité, un marché un peu moins dynamique, et donc pour passer d'un poste à l'autre, je risque parfois de me retrouver à devoir faire une mobilité hors région, ce qui n'est pas le cas partout. La conjointe nous disait diversité des métiers aussi, c'est un peu plus compliqué parfois pour que le conjoint, la conjointe puisse s'épanouir professionnellement également sur la région. Bon, le climat, no comment. Voilà.
et le reste, on va retrouver des équilibres. Donc, on voit en effet une région qui est pointée toujours comme une région où il y a une belle qualité de vie, où on circule facilement. Alors, par contre, un peu moins d'une région à une autre, la facilité d'accès à d'autres régions qui est un peu plus complexe. Si vous allez à Paris en ce moment, vous devez vous en rendre compte. Mais globalement, voilà, on est vraiment sur cette vision d'une région où il fait bon vivre et où le pouvoir d'achat est intéressant, puisqu'on voit que le côté salaire, on est quand même dans la moyenne nationale, et forcément, aussi bien au niveau du coût de l'immobilier que sur le coût en général de la vie, ça peut être intéressant pour un cadre de faire un gap et donc d'organiser une mobilité avec cet objectif-là. Malgré tout, si je veux également penser au coup d'après, le coup d'après, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire que je vais prendre un job et je vais m'installer, et s'il y a des risques dans mon entreprise, ou si je veux évoluer et que l'entreprise me permet pas de le faire comme je le souhaite, eh bien, parfois, c'est un cadre qui va repartir, et donc la diversité des emplois, les opportunités d'emploi, c'est vraiment un sujet d'attractivité majeur, que beaucoup d'ailleurs de territoires se sont emparés, heu, mais qui est vraiment pointé comme tel. Donc en effet, l'évolution du rapport de force entre candidats et recruteurs, je vous disais, un marché un peu plus compliqué et des candidats qui ne modifient pas, changent pas de fusil d'épaule et qui sont tout à fait prêts à bouger. Donc ça veut dire que on a moins besoin le cadre, on va dire, de volume de recrutement. Enfin, c'est pas qu'on en a moins besoin, mais pour beaucoup d'entreprises, notamment les grandes entreprises, on gèle un peu des projets, on gèle des choses. On est dans une situation où on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé quand on est chef d'entreprise. Donc, on a tendance à lever un peu le pied sur les projets de recrutement. Et de l'autre côté, on a des cadres qui disent non, non, mais nous, on veut anticiper aussi, on est prêt à bouger. Donc, le rapport de force s'inverse progressivement. Donc une baisse des marges de négociation salariale, c'est-à-dire que pour les cadres, c'est plus compliqué aujourd'hui de négocier leur salaire, puisque le nombre de candidatures augmentant, les entreprises ont un peu plus de choix, donc elles sont un peu plus, je dirais, maîtres de ce critère. La baisse des opportunités pour les juniors et les cadres expérimentés. Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel l'APEC travaille aujourd'hui, c'est-à-dire un peu les deux volets de la pyramide des âges. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise, je vais recruter moins, et bien les variables d'ajustement, ça va être les jeunes diplômés et les seniors. Voilà. Donc, on a vraiment, et on le voit, là, on essaie de la rentrée là, actuellement, on a le voie d'alternance. Alors, il n'y a pas que pour cette raison-là, mais on voit la baisse aujourd'hui de l'alternance en 2025. Donc, on a de plus en plus de jeunes diplômés qui ont soit du mal à poursuivre en alternance, soit qui ont leur diplôme ou qui ont du mal à, à trouver leur primo-insertion. On en accompagne, nous, un peu plus de 1000 par an sur la région en accompagnement à l'emploi. Et les cadres expérimentés, donc nous venons des cadres seniors, hein, maintenant c'est des cadres expérimentés, plus de 55 ans. Voilà, c'est un cadre sur 5 dans la région Bourgogne-Franche-Comté qui a plus de 55 ans. Et un cadre sur 2 qui a plus de 50 ans. Vous voyez, c'est pas des petits volumes, c'est 60 000 cadres qui ont plus de 50 ans et un peu plus de 25 000 qui en ont plus de 55. Donc il y a un vrai sujet dont on s'empare sur des dispositifs spécifiques d'accompagnement pour ces cadres plus en difficulté, en effet, par rapport au reste à faire, on va dire, de leur carrière. Et les plus à risque, bien évidemment, là aussi, on va retrouver les cadres relevant d'un handicap, on va retrouver les jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la ville, qui sont à chaque fois aussi des dispositifs particuliers que mène l'APEC avec un certain nombre d'acteurs qui accompagnent ces publics avec cette spécificité-là, mais qui sont aussi des publics, je dirais, c'est un peu la double peine pour certains, donc dans une conjoncture complexe. Baisse des marges de négociation, ça c'est ce que, vous voyez, le nombre de pourcentage d'entreprises qui ont été amenées à augmenter leur salaire pour capter les cadres. On voit qu'entre 2022 et 2024, ce nombre de pourcentage d'entreprises, il est en baisse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise a un peu plus le choix, alors pas sur tous les profils, hein, je le dis, mais globalement, un peu plus le choix. Donc,
un peu plus le choix signifie que les négociations sont plus dures pour les cadres, et notamment les cadres en poste, puisque on sait très bien que les cadres de d'emploi sont un peu plus flex sur les négociations, mais pour les cadres en poste qui ont été toujours habitués plus ou moins à être un peu rois dans la négo, se retrouvent un petit peu confrontés à un autre regard et sont amenés parfois à être un peu plus en difficulté pour rebondir. L'évolution de la répartition des recrutements, voilà, donc on voit aujourd'hui la répartition des recrutements en fonction de l'expérience de 2023 à 2025, pourcentage. Ça, c'était les prévisionnels 2025. Ce qu'on craint, c'est que ce prévisionnel 2025 soit beaucoup plus impacté qu'on l'imagine par la conjoncture. Et le dernier baromètre du troisième trimestre 2025 qu'on a sorti la semaine dernière montre bien, en effet, que cette tendance s'accentue en matière de complexité de recrutement et notamment en matière de volume d'offres. Donc, on est sur un marché global d'ailleurs, parce que je crois que c'est valable sur le taux de chômage aussi, au sens large du terme. On est sur phase de transition qui, pour le moment, n'est pas favorable à l'emploi cadre, en particulier aujourd'hui. On le disait sur les publicaristes, donc vous voyez 22 000 cadres en emploi de plus de 55 ans en Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est un cadre sur 5. Et le nombre de cadres de demandeurs d'emploi, de un peu plus de 16 000 en augmentation. Pas neutre, hein, depuis quelques années, on a quand même si on n'est pas sur un taux de chômage important, on assiste quand même à une augmentation au volume des cadres et donc un volume également des cadres seniors, vous voyez, qui sont mentionnés à plus de 55 ans. Donc, ce qui nous amène notamment l'APEC sous convention avec France Travail pour donc depuis un certain nombre d'années, mais enfin d'accentuer nos efforts d'accompagnement en lien avec les équipes de France Travail pour justement accompagner ces demandeurs d'emploi cadres dans leur recherche, voire leur reconversion en fonction des profils. Rapidement, service de l'APEC, s'il faut retenir 3 points. L'APEC, c'est quoi aujourd'hui? C'est 3 missions. Nous répondons à un mandat de service public qui est signé tous les 5 ans. Donc nous sommes une association paritaire. Rares, ils sont de plus en plus rares, donc c'est toujours bien de le souligner, les associations paritaires, qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine, qui rassemble un peu plus de 1400 collaborateurs aujourd'hui, répartis dans 80 centres en France et dans les départements et régions d'outre-mer. Nous avons 3 missions dans le cadre de ce mandat. Nous accompagnons les cadres et jeunes diplômés, cadres du secteur privé et jeunes diplômés, Bac plus 3 et plus. Pour l'APEC, c'est le filtre diplôme, c'est Bac plus 3 et plus. Voilà. Nous en accompagnons 200 000 par an au niveau national. Sur une région comme la région Bourgogne-Franche-Comté, cette année, je pense qu'on en accompagnera un peu plus de 7 000 cadres et jeunes diplômés qui vont bénéficier des services de conseil de l'APEC sur tous les champs qui vont du retour à l'emploi, à la reconversion, à la création d'entreprise, à la formation, primo-insertion, toutes les problématiques. Et donc, en effet, on est opérateur national du conseil des CEP pour les cadres depuis un certain nombre d'années. Deuxième mission majeure, et c'est l'intérêt à mon sens de l'APEC, c'est la double casquette. On accompagne les entreprises dans leur recrutement, c'est-à-dire aujourd'hui une TPE, PME peut demander à l'APEC de l'accompagnement sur recrutement, de la diffusion d'offres à la présélection des candidats, les intervenants sur l'ensemble des champs, sur une région toujours comme la BFC, on accompagne un peu plus de 1000 entreprises sur leur recrutement et on diffuse en moyenne 15 000 postes cadres par an, toutes zones confondues. Mais on les accompagne également au niveau RH, sur la professionnalisation de leur RH, les techniques d'entretien, préparer les entretiens annuels, les entretiens professionnels, la mixité, l'intergénérationnel, des sujets connexes quelque part au recrutement. Et le troisième point, c'est une mission qui est un peu moins connue, mais qui est finalement la mission historique de l'APEC, qui était un observatoire de l'emploi avant d'être un réseau. Nous diffusons et publions donc une centaine d'études par an sur l'emploi cadre et sur le marché de l'emploi cadre au sens large du terme, avec à la fois la plus prospective sur les prochaines années, sur l'évolution des métiers
et l'évolution des marchés, et aussi des baromètres et des tendances qui sont des baromètres d'actualité de l'emploi, qui sont toutes disponibles sur impec.fr. Vous avez une rubrique études, et toutes ces études, depuis des années, sont à votre disposition avec des moteurs de recherche. Vous pouvez les consulter, les télécharger, les diffuser. Nos services, je vous l'ai dit, les cadres, actifs et demandeurs d'emploi. En moyenne, un cadre sur 2 qui ouvre la porte d'un centre APEC est en poste. Voilà, faut le savoir. Donc, ça, parce qu'on a eu parfois tendance à associer l'APEC à l'Agence pour l'emploi des cadres, filiale de France Travail, donc ce n'est pas le cas. Un cadre sur 2 qui cotise à l'APEC est en poste, il va nous solliciter par anticipation pour l'accompagner donc à changer bien souvent d'entreprise. Jeune diplômé, bac+3 et plus, tout le profil, tout le cursus. Les entreprises, principalement TPE, PME, c'est 80% des entreprises que nous accompagnons, et c'est aussi quelque part 80% de la typologie d'entreprise de notre région. Un réseau qui a tendance à se densifier. On a un peu plus, alors je ne sais plus exactement, je pense que c'est 92 centres aujourd'hui, qu'on a renforcé fortement. En Bourgogne-Franche-Comté, on a ouvert à Belfort. Alors, on avait Dijon et Besançon qui étaient les historiques. On a ouvert à Belfort en 2023, on a ouvert à Chalon-sur-Saône en 2024, et on a ouvert Auxerre en juillet dernier pour renforcer le maillage territorial de l'APEC. Donc, on a donc 5 implantations qui aujourd'hui couvrent tous les bassins majeurs de l'emploi cadre, indépendamment de l'offre distancielle qu'on peut proposer pour des cadres qui ne sont pas en proximité directe d'un centre APEC, sachant que le cadre choisit le centre où il veut. Il ne dépend pas administrativement d'un centre plus qu'un autre. Il peut être accompagné. Parfois, je veux une mobilité sur Marseille, je peux demander d'être accompagné par le centre de Marseille. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des consultants qui connaissent le bassin, qui est mon bassin cible. APEC.fr, première place de marché de l'emploi cadre en France, c'est 12 millions de visiteurs. C'est voilà, c'est des chiffres assez astronomiques, 6 millions de candidatures, 1 million de profils, un 4 sur 3 en France est sur cette place de marché, qui se suffit parfois à elle-même, mais vous avez beaucoup d'outils digitaux aussi qui sont accessibles, analyseurs de salaire, préparation d'entretien, qui sont tout à fait des outils qui peuvent être utilisés par n'importe quel cadre en libre accès, et qui lui permettent également, avec son profil APEC, de pouvoir gérer quelque part les actions qu'il peut avoir sur sa carrière ou se rendre visible. On est 40 000 recruteurs qui fonctionnent sur le site, et on est la seule candidate APEC gratuite. Hein. C'est-à-dire que le fait que les cadres et les entreprises cotisent rendent nos services gratuits. Donc, toutes les entreprises peuvent diffuser gratuitement nos services et leurs offres, et tous les cadres peuvent utiliser nos services gratuitement. Il n'y a pas de lien marchand de l'APEC avec ses clients. Donc, tous nos services sont gratuits pour les entreprises, et tous nos services sont entièrement gratuits pour les cadres et les jeunes diplômés, plus exactement préfinancés, puisque l'un comme l'autre cotise chaque année au service de l'APEC. Et l'observatoire, comme je vous disais, c'est en effet la partie études. Et voilà. Merci beaucoup pour ce portrait très très riche d'informations. On va garder le petit temps qui nous reste avant de se quitter pour les questions de nos inscrits. Il y avait 2 questions. Est-ce que la VAE qu'on n'a pas évoquée est un outil qui vous semble utilisé par les entreprises pour la promotion interne, puisqu'on a parlé du fait que les cadres évoluaient pas mal en interne, que la promotion interne se développait. Donc s'il y a du lien avec À la ma VAE. connaissance. Pas à ma connaissance. Je ne veux pas dire qu'ils ne le font pas, hein, mais on n'a pas, nous, de signaux sur ce dispositif, parce que bien souvent, les cadres sont accompagnés donc, par les consultants, donc parfois plusieurs mois, et vont en effet parfois avoir des actions liées à leur accompagnement ou pas, mais moi, je n'ai pas de retour depuis. C'est vrai, sur la formation aussi, c'est pas forcément un public grand utilisateur de formation. Sur la VAE, on n'a pas de, j'ai pas de chiffre en tout cas sur l'usage de la VAE dans le cadre des promotions internes. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de Creuser le sujet. le creuser le sujet. C'est vrai. Ouais. Merci. On a une deuxième question. Je vous lis le questionnement. On a récemment entendu dans les médias que les bac+5 n'ont pas de valeur sur le marché du travail. Qu'en est-il en BFC? Que regardent les entreprises lors des recrutements de cadres? Alors, on a déjà partiellement répondu à cette question-là.
Donc il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sortent à bac+5, c'est-à-dire je crois que c'est 120 ou 130 000 jeunes par an. 40% d'entre eux auront le statut cadre à leur première signature de contrat. Voilà. Donc, si on accompagne les jeunes diplômés, c'est un peu la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne cotisent pas, mais ce sont nos clients de demain. Après, la vision en effet, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'ils sont souvent la variable d'ajustement. Alors, il y a l'alternance qui est une variable d'ajustement, et parfois aussi, pour eux, l'obtention de ce type de diplôme en alternance, parce que quand beaucoup de jeunes aujourd'hui accèdent à ces niveaux, ce qu'on voit, c'est que l'alternance est un vrai ascenseur social aussi, permettant à des jeunes diplômés d'accéder à des bac+3, bac+4 et bac+5, et sans ce volet alternance, il sera bac+2. Ça, c'est une vraie réalité. Donc, malheureusement, dans des gels de recrutement, souvent, ils sont en effet la variable d'ajustement avec les seniors. On cherche moins de profils, on va rechercher des profils plus opérationnels, plus immédiats, et donc notamment des profils qu'on appelle nous des jeunes cadres, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 5 ans d'expérience. Voilà. Donc c'est pas forcément de moins de valeur. Puis après, vous avez des cursus un peu plus complexes que d'autres. C'est vrai qu'on accompagne plus de jeunes diplômés en sciences humaines que diplômés d'ingénieurs. Hein. Voilà, voilà, c'est le dire. Donc c'est parfois des filières qui sont un peu plus complexes en matière de primo-insertion. Et puis on assiste aussi à un phénomène qu'on n'avait pas souvent mesuré, c'est des jeunes qui sont en reconversion le jour de leur diplôme. C'est-à-dire que euh, on arrive à avoir des jeunes qui arrivent dans nos bureaux et qui ont un bac+5, mais qui ne veulent plus en fait faire ce qu'ils font sans avoir commencé à le faire. Donc, et qui finalement se sont laissés parfois entraîner aussi notamment dans les alternances qui correspondaient pas spécialement à leur cursus d'ailleurs. Donc, ils faisaient quelque chose d'entreprise qui n'avait pas de lien direct avec leurs études, mais c'était un contrat. Et puis finalement se retrouvent soit à finalement avoir aimé ce qu'ils ont fait en alternance, même ça ne correspond pas au diplôme, soit en sont sortis parce que finalement ils ont fait ça, ils se sont fait embarquer, c'est vrai que c'était intéressant, et puis se retrouvent finalement à chercher plutôt une année de césure, à partir à l'étranger, ou en tout cas ne pas se retrouver en lien direct avec l'emploi auquel ils pourraient prétendre. Ça, c'est un vrai, pour nous, sujet. Il y a des publics qui sont en reconversion avant 30 ans, alors qu'on parlait souvent de reconversion en milieu de carrière ou en fin de carrière. Vous savez, à 50 ans, qui disaient j'ai besoin de valeurs et je vais faire de l'économie sociale et solidaire. En fait, on en a, mais globalement, on assiste aussi à beaucoup de jeunes qui, là aussi, déjà portent des valeurs qui ne sont pas forcément celles des entreprises qui pourraient être leur entreprise cible. Voilà, donc on assiste aussi à des critères pour eux qui n'existaient peut-être pas il y a quelques années. Je pense notamment tout ce qui peut être lié à des entreprises engagées sur le développement durable, euh, mais qui sont aussi parfois en délicatesse avec leur propre cursus. Donc ce qui amène d'autres réflexions. Et ce qui peut aussi fausser parfois les statistiques, parce que finalement, c'est pas un problème d'insertion au sens propre du terme, c'est que j'ai déjà envie de m'orienter sur autre chose. Merci beaucoup. On a fait les réponses aux questions qui étaient en tous les cas formulées dans le chat. On a atteint notre horaire de fin de webinaire. Ouais. Merci beaucoup pour la richesse de votre intervention et la présentation, parce que effectivement, on a des fois des représentations et là, ça a permis un éclairage très objectif. Oui, effectivement, un grand merci à monsieur Hervé Régnier, hein, pour cette, présentation qui effectivement, est très, très, très précise, donc merci encore à vous d'avoir accepté, de venir sur nos temps forts. Merci à vous. C'est beau. N'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui a besoin d'informations complémentaires, vous avez mes coordonnées sur LinkedIn ou sur ailleurs, et n'hésitez pas, hein. C'est un plaisir quand on vous donnera des éléments complémentaires. OK.
Merci. Merci beaucoup. On se permettra de les ajouter dans la petite infographie. Pour tous ceux qui nous quittent, donc rappelez-vous qu'en quittant, vous avez accès à une petite enquête pour nous dire si vous avez apprécié l'événement, ce qu'on ne doute pas. Et puis surtout aussi pour nous proposer peut-être une thématique pour les prochains temps forts qui continueront à être organisés. Donc merci de participer. Ça vous prend une petite minute en sortant du webinaire. Merci Alexia. Eh bien, les temps forts continuent, hein, donc le prochain épisode sera consacré à l'AGFIP et les aides pour les publics en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre le mois prochain. L'inscription est en ligne et on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à très Merci à bientôt vous sur les temps forts. Au pour votre revoir. attention. Au revoir.